Nous avons dit à notre fils de pardonner à son frère d'avoir mis sa femme enceinte, et il s'est détourné de nous tous. Aujourd'hui, l'un de mes fils se meurt et l'autre ne répond même plus à nos appels. Je tiens entre mes mains un morceau de papier qui ressemble à s'y méprendre à un acte de décès. Il est arrivé hier soir. Pas de timbre, pas d'adresse de l'expéditeur, déposé simplement sur le pas de ma porte comme si quelqu'un voulait s'assurer que je sache qu'il était passé par là. À l'intérieur de l'enveloppe, une seule page dactylographiée, clinique et précise. Une liste de dates, une liste de tout ce que nous avons perdu au cours des 7 dernières années. En bas, écrit à la main d'une encre que je reconnais entre mille, celle des autorisations de sortie scolaire et des cartes d'anniversaire, ces mots, vous m'avez dit de lui pardonner. Voici ma façon de vous pardonner à tous. Signé, Raphaël Lenoir. Mon fils aîné. À l'étage, ma femme Béatrice n'a pas arrêté de pleurer depuis que je le lui ai montré il y a 3 heures. Au bout du couloir, dans ce qui était autrefois notre chambre d'amis, mon fils cadet Théo se meurt dans un lit médicalisé de soins palliatifs que nous n'avons plus les moyens de payer. Insuffisance hépatique. Le médecin dit qu'il en a pour quelques semaines, peut-être quelques jours. Son ex-femme n'amène plus leur fille car Inès ne se souvient même plus de qui il est. Et chaque chemin que nous avons emprunté pour tenter de le sauver, chaque spécialiste, chaque programme de traitement, chaque option financière, nous ramène inévitablement à un seul nom, Raphaël Lenoir. Le fils à qui nous avons dit de passer à autre chose il y a 7 ans. J'ai lu cette liste peut-être 50 fois depuis hier soir. Chaque entrée est horodatée. Chaque perte est cataloguée comme un chef de projet suivant ses livrables. Transfert de propriété de la maison. Faillite de l'entreprise. Compte gelé. Décision de justice. Tout cela est lié à des sociétés écrans, des filiales, des réseaux de firmes dont j'ignorais jusqu'à l'existence. Tout cela, c'est lui. Nous ne l'avons compris qu'il y a 6 mois. À ce moment-là, il était déjà trop tard. Mais je brûle les étapes. Vous voulez savoir comment tout cela a commencé? Très bien. Il y a 7 ans, nous avons eu un dîner de famille qui a tout détruit. C'était un mardi soir, début octobre. Ma femme avait préparé un bœuf bourguignon, le plat préféré de Théo, bien qu'il y ait à peine touché. Il avait l'air malade, fuyait le regard de tout le monde. Son frère aîné Raphaël devait passer après le travail, mais la femme de Raphaël, Cécile, n'était pas avec lui. Cela aurait dû être la première alerte. Béatrice ne cessait de demander où était Cécile. Raphaël a simplement répondu qu'elle ne se sentait pas bien. Puis Théo a commencé à pleurer. Mon fils de 26 ans, assis à notre table de salle à manger, s'est effondré comme un gamin qui venait de démolir la voiture familiale. Béatrice est passée en mode maman immédiatement, demandant ce qui n'allait pas, s'il avait des ennuis. Cécile est enceinte, a-t-il dit. Le visage de Béatrice s'est illuminé. Oh, mon chéri, c'est merveilleux. C'est le mien, a-t-il ajouté. Le silence s'est abattu sur la pièce. Pas le genre de silence où l'on traite une information. Le genre de silence où la réalité se brise et où tout le monde attend de voir ce qui reste de vrai. J'ai regardé Raphaël. Il fixait son verre d'eau comme si c'était l'objet le plus fascinant au monde. Tu savais, ai-je dit. Elle me l'a dit ce matin, sa voix était monocorde. Calme. Le genre de calme qui aurait dû me terrifier. Théo pleurait toujours. Ça dure depuis 8 mois. Je ne voulais pas, on ne voulait pas, 8 mois, a répété Raphaël, sans lever les yeux. Béatrice s'est lancée directement dans la gestion de crise. C'est ce qu'elle fait depuis 40 ans de mariage. Réparer. Arrondir les angles. Faire en sorte que tout ait un sens. Ce genre de choses arrive, a-t-elle dit, bien que sa voix tremble. Les gens font des erreurs. Vous êtes tous les deux des adultes. Vous êtes tous les deux nos fils. Maman, a dit Raphaël doucement, n'essaie pas. Mais elle n'a pas arrêté. Moi non plus, parce que Théo était le dernier, celui qui avait toujours eu besoin d'aide, celui dont il fallait toujours ramasser les pots cassés. Et Raphaël était Raphaël, stable, brillant, celui qui retombait toujours sur ses pattes. Nous lui avons dit que la famille était sacrée,
que le sang comptait plus que tout, que Cécile avait fait son choix mais que Théo était son frère, et que les frères se pardonnent parce que c'est ce que fait une famille. Je n'oublierai jamais la question que Raphaël a posée, et pour Cécile? Je n'ai même pas réfléchi. Elle a fait son choix. Mais vous êtes frères. C'est le sang. C'est ce qui compte. Raphaël s'est levé, lentement, délibérément, comme s'il s'assurait de graver ce moment précis dans sa mémoire. Il a hoché la tête une fois, une seule. D'accord. Puis il a marché vers la porte, s'est arrêté la main sur la poignée, s'est retourné et m'a regardé, m'a vraiment regardé, pour ce que je réalise maintenant être la dernière fois. Merci d'avoir clarifié les choses, papa. La porte s'est refermée derrière lui. Un déclic léger. Pas de fracas, pas de drame. Nous ne l'avons plus jamais revu. Je fixe cette liste maintenant, assis à la même table où nous lui avons dit de pardonner l'impardonnable. Béatrice sanglote à l'étage. Théo se meurt au bout du couloir. Et quelque part dans une ville où je n'irai jamais, dans un bureau que je ne verrai jamais, mon fils aîné a bâti un empire sur les cendres de tout ce que nous lui avons pris. Ce « d'accord » n'était pas un acquiescement. C'était une déclaration de guerre. Je pensais qu'il était parti briser. J'avais tort. Raphaël n'est pas parti pour guérir. Il est parti pour reconstruire. Et au moment où j'ai compris ce qu'il était devenu, mon fils cadet mourait dans un lit que je ne pouvais pas payer, dans une maison qui ne m'appartenait plus, implorant l'aide d'un frère qui avait passé 7 ans à s'assurer que nous n'aurions nulle part d'autre où aller. La liste devant moi commence au mois 14, restructuration initiale du prêt. Ce qui signifie que les 13 premiers mois ne sont même pas mentionnés. Comme s'ils ne comptaient pas. Comme si Raphaël attendait simplement. Je dois vous parler de cette première année, de la façon dont nous nous sommes convaincus que tout allait bien. Le lendemain de ce dîner, j'ai appelé le portable de Raphaël. Je suis tombée directement sur sa messagerie. Je me suis dit qu'il était en colère, qu'il avait besoin de temps pour décompresser. J'ai laissé un message disant que nous devrions parler quand il serait prêt. Il n'a jamais rappelé. À la fin de la première semaine, son appartement à Lyon était vide. Bail résilié. Adresse de réexpédition répertoriée comme une boîte postale à l'autre bout du pays. Béatrice a paniqué. Elle a appelé son cabinet de conseil. Ils ont dit qu'il avait démissionné 2 jours après notre dîner, avec effet immédiat. Son avocat pour le divorce nous a contactés pour obtenir des informations sur le partage des biens. Raphaël avait déposé la demande le lendemain de son départ de chez nous. Cécile n'a rien contesté. Elle a signé tous les papiers qui arrivaient, a accepté l'accord qu'il proposait. Tout a été finalisé en 72 heures. Je me souviens avoir pensé que ce n'était pas normal. On ne dissout pas 8 ans de mariage en 3 jours à moins d'avoir préparé les papiers avant même que la conversation n'ait lieu. Mais Béatrice voyait les choses différemment. Il fait une dépression, disait-elle. Il fuit la douleur. Je voulais y croire. Mon Dieu, je voulais croire que mon fils était juste blessé et avait besoin d'espace. Au 2e mois, Théo et Cécile ont décidé de garder le bébé. Ils se sont mariés à la mairie. Une petite cérémonie, juste nous et la sœur de Cécile. Je me souviens être restée là, regardant Théo passer une alliance au doigt de la femme qui portait celle de Raphaël 6 semaines plus tôt, et avoir eu l'impression d'assister à quelque chose de fondamentalement mauvais. Mais Béatrice pleurait de joie, parlant de nouveaux départs et de pardon. Alors j'ai souri, j'ai pris des photos et je me suis dit que c'était à cela que ressemblait la guérison. Nous avons envoyé une invitation au mariage à Raphaël. Nous pensions que ce serait une branche d'olivier. Elle nous est revenue non ouverte, avec le tampon, destinataire inconnu à l'adresse. C'est là que Béatrice a commencé à dire qu'il reviendrait quand il serait prêt. J'étais juste soulagée de ne plus avoir à gérer la tension. Inès est née à la fin du printemps. Une magnifique petite fille, en bonne santé, parfaite. La sœur de Cécile était dans la salle d'accouchement. Nous attendions dehors. Théo est sorti en pleurant, nous montrant des photos sur son téléphone. Béatrice a immédiatement commencé à parler d'en informer Raphaël. Il doit savoir qu'il est oncle. Il voudrait le savoir.
Je ne pensais pas qu'il voudrait savoir quoi que ce soit sur nous, mais j'ai quand même engagé un détective privé. Cela m'a coûté 800 € pour que le gars revienne 2 semaines plus tard et me dise que Raphaël Lenoir s'était purement et simplement volatilisé. Réseaux sociaux supprimés. Aucune adresse de redirection au-delà de la boîte postale. Aucune trace d'emploi. La seule chose que le détective a trouvée était une licence d'agent immobilier active enregistrée dans un autre département, mais aucune entreprise associée. Votre fils ne veut pas être retrouvé, a dit l'enquêteur. On ne disparaît pas aussi proprement par accident. Je l'ai payé et je n'en ai jamais parlé à Béatrice. Le 9e mois est celui où la liste commence à prendre tout son sens aujourd'hui, mais à l'époque, cela semblait juste être de la malchance. Théo a reçu un appel de sa banque. Le prêt professionnel pour son magasin de meubles de créateur était en cours de restructuration en raison de conditions mises à jour. Il devait passer signer de nouveaux documents. Je ne me souviens pas avoir accepté de restructurer quoi que ce soit, a dit Théo. La banque lui a montré des documents avec sa signature. Des papiers officiels, un jargon juridique qu'il ne comprenait pas. Les nouvelles conditions signifiaient des intérêts plus élevés, un calendrier de remboursement accéléré. Il était confus, stressé. Le magasin ne marchait pas fort. Avec un nouveau-né, il était distrait, faisait des erreurs. Je l'ai aidé à couvrir la première échéance. J'ai retiré 3 000 € de mon assurance vie. Je me suis dit que c'était temporaire, juste le temps que Théo se remette sur pied. Cela ressemblait à une relation père-fils normale, aidée pendant une passe difficile. En regardant cette liste maintenant, je vois la date, je vois le nom de la société enfoui dans les petits caractères de ces documents de restructuration. Une filiale d'une filiale, mais tout remonte à lui. Toujours. Au 11e mois, un autre contrat a été émis. Une autre signature dont Théo ne se souvenait pas. Un autre paiement que nous avons dû couvrir. J'ai commencé à avoir ce pressentiment, comme si quelque chose n'allait pas systématiquement. Mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. J'ai essayé d'appeler l'ancien numéro de Raphaël une dernière fois. Je suis tombée sur un message automatique disant que le numéro n'était plus attribué. À la fin de cette première année, nous avions cessé de parler de Raphaël. Il était devenu celui dont on ne prononce pas le nom, la pièce manquante avec laquelle nous avions appris à vivre. Le mariage de Théo et Cécile montrait déjà des fissures. Elle travaillait énormément à l'école maternelle. Il luttait avec le magasin. Inès avait des coliques et aucun d'eux ne dormait. Mais ils fonctionnaient, ils étaient assez stables. Je me disais que le pire était passé, que nous avions essuyé la tempête et que nous en étions sortis. Assis ici maintenant, fixant cette liste, je vois ce que je ne voyais pas alors. Cette première année n'était pas Raphaël en train de guérir, de se cacher ou de s'effondrer. C'était lui en train de poser les fondations. Chaque conseiller financier serviable qui nous a approchés, chaque contrat que Théo a signé sans tout lire, chaque accord restructuré qui semblait légitime, il n'était pas aléatoire. C'étaient des fils. Et Raphaël tenait tous les fils, attendant de tirer. La deuxième entrée sur la liste de Raphaël indique, premier procès d'un fournisseur, mois 24. 2 ans jour pour jour après ce fameux dîner. Je me souviens de la date parce que c'était le 2e anniversaire d'Inès. Nous étions dans l'appartement de Théo et Cécile. Un petit endroit exigu, mais il s'en sortait. Inès déchirait ses cadeaux quand un huissier a frappé à la porte. Théo était poursuivi pour rupture de contrat par l'un de ses fournisseurs de bois. Une entreprise basée dans le Nord. Il prétendait qu'il avait commandé pour 40 000 € de matériaux et n'avait jamais payé. Je n'ai jamais commandé chez eux, répétait Théo. Je ne connais même pas cette boîte. Mais le contrat était là. Sa signature. Son compte professionnel listé comme moyen de paiement. Des bons de livraison officiels montrant la réception à l'adresse de son magasin 6 mois plus tôt. Théo a juré ses grands dieux qu'il n'avait jamais rien vu de tout cela. L'avocat que nous avons engagé, qui m'a coûté 12 000 € que je n'avais pas, a dit que cela n'avait pas d'importance. La documentation était inattaquable. Nous avons transigé pour 32 000 € juste pour que cela s'arrête. J'ai dû hypothéquer à nouveau la maison pour couvrir les frais.
Puis le procès suivant est arrivé. Un autre fournisseur, la même histoire. Une autre signature dont Théo n'avait aucun souvenir. Un autre contrat qu'il jurait ne pas avoir signé. Puis un autre. À la fin de la 2e année, le crédit de Théo était détruit. Le magasin de meubles a fermé ses portes en novembre. Liquidation judiciaire. Tout a été vendu pour couvrir les dettes. Cécile faisait des heures supplémentaires à l'école juste pour payer les factures. Je la voyais chez nous quand elle déposait Inès, et elle avait l'air épuisée. Vide. Elle a cessé de me regarder dans les yeux. Théo s'est réinstallé chez nous cet hiver-là. 33 ans, entrepreneur déchu, dormant dans sa chambre d'enfant alors que sa femme et sa fille vivaient à l'autre bout de la ville. C'est là qu'il a commencé à boire. La 3e année est celle où tout s'est écroulé. Je suis allée à la banque pour renégocier le crédit de la maison. J'avais besoin de consolider la dette, de respirer un peu. La conseillère a ouvert notre dossier et a affiché un regard confus. Monsieur Lenoir, cette propriété n'est pas enregistrée à votre nom. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Je possède cette maison depuis 30 ans. Elle a tourné son écran pour me montrer. Les registres de propriété étaient clairs. Changement de propriétaire il y a 18 mois. Nouveau propriétaire, SCI Développement RH. C'est impossible, ai-je dit. Je n'ai jamais vendu cette maison. Mais elle m'a montré les documents. Ma signature sur les papiers de transfert. Le sceau officiel du notaire. Tout était légal et contraignant. J'ai engagé un avocat pour contester. Cela a coûté 8 000 € de plus. Il est revenu 3 semaines plus tard, l'air mal à l'aise. Monsieur Lenoir, le transfert est parfaitement légitime. Vous avez signé ces papiers. À moins que vous ne plaidiez la fraude ou la falsification, il n'y a pas de dossier. Je prétends que je n'ai jamais rien signé. Il m'a montré les documents. Et je me suis souvenu. 3 ans plus tôt, un conseiller en gestion de patrimoine m'avait abordé dans un café. Un homme à l'allure très professionnelle, disant qu'il se spécialisait dans la planification de la retraite pour les gens de mon âge. Il parlait de protection de l'actif, de transmission de patrimoine, de protection contre les créanciers. J'avais signé des papiers. Il m'avait dit que c'était juste pour mettre en place une consultation, peut-être examiner des options de viager. Je n'avais plus jamais eu de nouvelles. J'avais complètement oublié. Jusqu'à ce moment dans le bureau de l'avocat, à fixer ses signatures. C'est quoi, cette SCI Développement RH, ai-je demandé. L'avocat a consulté les registres du commerce. Ma main a commencé à trembler avant même qu'il ne finisse de lire. Une firme de développement immobilier. Opérant dans 6 régions. Chiffre d'affaires se comptant en centaines de millions. PDG répertorié, R. Lenoir. Raphaël Lenoir. Je suis devenu obsédé après ça. J'ai passé des mois à retracer chaque dette, chaque procès, chaque contrat qui avait détruit l'entreprise de Théo. Tout était lié. Pas directement. Raphaël était trop intelligent pour ça. Des filiales de filiales. Des cabinets partenaires. Des entreprises affiliées. Un réseau si complexe qu'on ne verrait jamais le motif à moins de le chercher spécifiquement. Mais une fois que je l'ai vu, je n'ai plus pu l'ignorer. Le conseiller financier serviable. Le contrat légitime que Théo avait signé. Les poursuites de fournisseurs dont nous n'avions jamais entendu parler. La restructuration bancaire. Tout menait au réseau de Raphaël. Mon fils n'avait pas seulement réussi après nous avoir quittés. Il était devenu un titan. Il avait bâti un empire pendant que nous pensions qu'il léchait ses plaies quelque part. Et il s'était servi de cet empire pour démanteler méthodiquement tout ce que nous possédions. J'ai essayé tous les moyens possibles pour le contacter. Des courriels à son siège social. Pas de réponse. J'ai conduit 6 heures jusqu'à ses bureaux. Je suis entré dans le hall. La sécurité m'a escorté vers la sortie avant même que je ne dépasse la réception. J'ai envoyé des lettres par mon avocat. Elles sont revenues non ouvertes.
Béatrice lui a écrit une lettre d'excuse de 10 pages, écrite à la main, les pages tachées de larmes. Elle l'a envoyée en recommandé avec accusé de réception. Elle a été retournée avec la mention « refusée ». Théo a sombré rapidement au cours de la 4e année. Il ne trouvait pas de travail. Son crédit était tellement détruit que personne ne voulait l'embaucher. Il a commencé à boire dès 10 heures du matin. Cécile a demandé le divorce. Elle a obtenu la garde exclusive d'Inès. Un soir, il est entré dans le salon où j'étais assis, ivre, furieux. « C'est ta faute », a-t-il dit. « Tu l'as choisi, lui. Tu as pris sa défense lors de ce dîner, et maintenant il me fait ça. »« Nous t'avons choisi, toi, » ai-je répondu. « C'est pour ça que nous sommes dans ce pétrin. » Il a jeté son verre contre le mur. « Tu crois qu'il nous punit ? Il nous torture. Et tu n'arrives même pas à l'avoir au téléphone. » Je ne pouvais pas argumenter. Parce que Théo avait raison. Raphaël n'était pas seulement riche maintenant. Il était intouchable. Chaque avenue légale que nous tentions se heurtait à un mur. Chaque tentative de le contacter disparaissait dans le vide. Nous n'étions pas seulement ruinés. Nous lui appartenions. La maison dans laquelle nous vivions était à lui. Les dettes qui écrasaient Théo remontaient à lui. Même les voies légales que nous tentions d'utiliser, j'ai commencé à remarquer que nos avocats abandonnaient soudainement nos dossiers, invoquant des conflits d'intérêts. Des conflits qui n'existaient pas avant qu'ils ne fassent des recherches sur la personne que nous combattions. À la 4e année, j'ai compris que nous n'avions plus affaire à de la vengeance. Nous avions affaire à une restructuration complète. Raphaël nous avait rendus dépendants d'un fils qui avait décidé que nous n'existions plus. Et le pire dans tout ça ? Nous pensions encore pouvoir réparer les choses. Nous pensions encore que si nous expliquions assez, si nous nous excusions assez fort, il se souviendrait que nous étions sa famille. Nous n'avions aucune idée de ce qui allait suivre. À la 5e année, j'ai fait quelque chose de désespéré. J'ai retrouvé l'un des associés de Raphaël sur LinkedIn. Un homme nommé Preston Vance, listé comme vice-président du développement dans l'une des filiales de Raphaël. Je lui ai envoyé un message. Puis un autre. Puis je me suis présenté à son bureau à Paris. La sécurité a essayé de m'arrêter, mais j'ai parlé vite. Juste 5 minutes. Je suis le père de Raphaël Lenoir. J'ai juste besoin de parler à quelqu'un qui le connaît. Vance est descendu dans le hall. Il avait l'air agacé, mais curieux. Nous nous sommes assis dans le café d'à côté. Monsieur Lenoir ne prend pas de rendez-vous familiaux, a-t-il dit avant même que je ne finisse ma première phrase. Je comprends qu'il soit en colère. Mais nous avons besoin d'aide. Son frère est en difficulté. Son frère se meurt. Je me suis interrompu. J'ai changé de tactique. Dites-lui que Théo se meurt. S'il vous plaît. C'était un mensonge. Théo était dans un état lamentable, mais il ne mourrait pas. Pas encore. Vance a dit qu'il transmettrait le message. Je lui ai donné mon numéro, mon mail, tout. Il m'a rappelé 3 jours plus tard. J'ai transmis votre message, a dit Vance. Monsieur Lenoir a dit que vous aviez toujours eu un penchant pour le mélodrame. Mon estomac s'est noué. Quoi ? Ce sont ses mots exacts. Il a dit de vous dire qu'il sait que Théo n'est pas en train de mourir, et que vous devriez arrêter de faire perdre leur temps aux gens. L'appel a pris fin. Je suis resté assis là à fixer mon téléphone, et c'est là que j'ai compris. Raphaël ne faisait pas que nous ignorer. Il savait tout. Chaque mouvement que nous faisions, chaque tentative désespérée de le joindre. Il avait probablement su que j'avais contacté Vance avant même que Vance ne le lui dise. L'isolement n'était pas dû à la distance. C'était un choix. Il pouvait nous atteindre quand il le voulait. Il ne le voulait tout simplement pas. À la fin de la 5e année, mon mensonge est devenu réalité. Théo s'est effondré pendant le dîner. Il est tombé la tête la première dans son assiette. Béatrice a hurlé. J'ai appelé le SAMU. À l'hôpital, le médecin m'a pris à part. Le foie de votre fils est en train de lâcher.
Des années d'abus d'alcool. Les dégâts sont considérables. Pouvez-vous le soigner? Il a besoin d'une greffe. Ou au minimum, d'un traitement agressif pour ralentir la progression. Sans intervention, il en a pour quelques mois. Alors faites-le. Peu importe le prix. Le médecin avait l'air mal à l'aise. Monsieur Lenoir, la mutuelle de votre fils a été résiliée il y a 8 mois pour défaut de paiement. Nous pouvons le stabiliser maintenant, mais les soins de longue durée nécessitent, combien? Au bas mot, 200 000 € pour le traitement. S'il a besoin d'une greffe, on se rapproche du demi-million. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mon assurance vie avait été gelée 6 mois plus tôt. Une décision de justice émanant d'un des créanciers de Théo. La maison ne pouvait pas être vendue parce qu'elle n'était pas à mon nom. Les économies de Béatrice avaient été englouties dans les frais d'avocat. Il nous restait 1 700 € sur le compte courant. Il doit y avoir des programmes, ai-je dit. Des aides financières, des plans de paiement. Il y en a. Mais il nécessite soit un garant avec un dossier financier solide, soit la preuve de la capacité de payer. Monsieur Lenoir, je suis désolé, mais la situation financière de votre famille est complexe. Complexe? C'est comme ça qu'il l'a appelé. Nous étions paralysés financièrement. Et mon fils mourait à cause de cela. À la 6e année, je suis devenue obsédée par l'idée de trouver un moyen de payer le traitement de Théo. J'ai fait des recherches sur chaque programme de greffe du pays. Chaque hôpital, chaque organisation caritative, chaque essai de traitement expérimental. Un programme revenait sans cesse. Un centre spécialisé dans le traitement du foie. Des taux de réussite incroyables. Ils travaillaient avec des patients non assurés. Ils avaient un fonds pour des cas comme celui de Théo, couvrant tout, du traitement à la greffe si nécessaire. Le hic, il fallait soit la caution d'un membre de la famille financièrement stable, soit le paiement direct d'un bienfaiteur acceptant de garantir les coûts. J'ai cherché qui finançait le programme. RH Holding Médical. J'ai eu un rire nerveux en voyant cela. Je me tenais dans ma cuisine, la cuisine de Raphaël, et j'ai ri jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Il avait construit la seule porte, et il était le seul à posséder la clé. J'ai obtenu le numéro direct de Raphaël via un annuaire professionnel. Cela m'a coûté 40 € que je n'avais pas. J'ai appelé. Vous êtes bien sur le messagerie de Raphaël Lenoir. Laissez un message. Sa voix. La première fois que je l'entendais en 6 ans. Elle paraissait plus mûre. Plus assurée. Rien à voir avec l'homme calme et dévasté qui était sorti de notre maison. J'ai laissé un message. Raphaël, c'est papa. Théo est malade. Vraiment malade. Je sais que tu ne veux pas nous parler, mais il se meurt. S'il te plaît. Juste, s'il te plaît, rappelle-moi. Rien. J'ai rappelé le lendemain. Et le suivant. J'ai laissé des dizaines de messages. Puis des centaines. Suppliant. M'excusant. Expliquant ce qui s'était passé. Menaçant de poursuites judiciaires. Pleurant. Hurlant. La boîte vocale n'était jamais pleine. Il devait les supprimer au fur et à mesure. Mais il n'a jamais rappelé. Un soir, j'ai trouvé Béatrice dans l'ancienne chambre de Raphaël. Nous ne l'avions jamais changée. Il y avait encore ses trophées de tennis sur l'étagère, ses médailles de concours d'éloquence, des photos de lui et de ses amis d'école. Elle était assise sur le lit, serrant un trophée. Nous l'avons détruit, a-t-elle dit doucement. Et maintenant, il nous détruit. Je voulais argumenter. Voulais dire que Raphaël était cruel, vindicatif, qu'il était allé trop loin. Mais je ne pouvais pas. Parce qu'elle avait raison. Ils ont transféré Théo en soins palliatifs il y a 2 mois. Nous ne pouvions plus payer l'hôpital. Il est dans un lit au bout du couloir par rapport à l'endroit où je suis assis, à peine conscient la plupart du temps. Cécile a amené Inès une fois pour une visite. La petite a 7 ans maintenant, magnifique, intelligente. Elle est restée sur le pas de la porte à regarder les machines, à regarder cet homme à la peau jaune dans le lit.
C'est qui, a-t-elle demandé. Cécile s'est mise à pleurer. Elles sont parties et ne sont jamais revenues. La nuit, quand Théo est conscient, il murmure des choses. Généralement, cela n'a pas de sens. Mais parfois, je l'entends dire « Pardon, Raphaël », encore et encore. Je ne pense pas qu'il sache même où il se trouve. Il y a 3 semaines, j'ai écrit une lettre. Papier physique, stylo et encre. Je ne me faisais pas confiance pour taper sans en dire trop ou trop peu. Une seule phrase, ton frère se meurt. S'il te plaît. Je l'ai envoyé au siège social de Raphaël. En recommandé avec accusé de réception. Le suivi indiquait qu'elle avait été reçue. Aucune réponse. Les jours ont passé. Puis les semaines. J'avais abandonné. J'avais accepté l'idée que Théo mourrait dans ce lit, que Raphaël ne nous reconnaîtrait plus jamais, que c'était ainsi que notre histoire se terminait. Puis hier soir, je suis rentrée et j'ai vu l'enveloppe sur le pas de la porte. Remise en main propre. Pas de cachet de la poste. Pas d'adresse de retour. Je suis restée assis dans ma voiture pendant 1 heure avant de pouvoir l'ouvrir. Une partie de moi espérait un chèque, une autorisation médicale, une forme de pitié. L'autre partie savait à quoi s'attendre. Raphaël avait passé 6 ans à orchestrer ce moment précis, où nous n'aurions plus aucun recours, plus aucune option, et c'est seulement alors qu'il parlerait. Pas avec des mots. Avec une liste. J'ai brisé le seau, assis dans l'allée à 2 heures du matin. Une seule feuille de papier. Dactylographiée. Une mise en page professionnelle, comme un rapport trimestriel. En haut, chronologie de la réallocation des actifs, famille Lenoir Holding. Puis les entrées ont commencé. Mois 14, restructuration initiale du prêt, ébénisterie Théo Lenoir. Mois 18, transfert de la résidence familiale à SCI Développement RH. Mois 24, premier procès fournisseur, Syrie Cascade. Mois 28, deuxième procès fournisseur, Matériaux Morrison. Mois 30, gel du plan d'épargne retraite, décision de justice. Mois 36, liquidation judiciaire, ébénisterie Théo Lenoir. Mois 42, déclenchement des conflits d'intérêts juridiques. Mois 48, création de RH Holding Médical. Cela continuait ainsi. 14 entrées au total. Chacune datée, référencée, précise. J'ai lu cela 50 fois dans cette voiture. Chaque mouvement était là. Chaque perte que nous avions subie, cataloguée comme des articles sur un bilan comptable. Clinique. Sans émotion. Juste des données. Mais les dates racontaient la véritable histoire. Mois 14. C'était à peine 1 an après le départ de Raphaël. Il avait déjà commencé à restructurer les prêts de Théo alors que nous pensions qu'il était quelque part en train de se reconstruire. Mois 18. Le transfert de la maison. Ce conseiller financier qui m'avait abordé au café, j'avais signé ses papiers il y a 2 ans et demi, pensant que c'était une simple consultation. Raphaël possédait notre maison avant même que l'entreprise de Théo ne s'effondre. Je me souvenais de chaque signature maintenant. L'avocat serviable qui avait proposé de réviser les contrats de Théo gratuitement. Le consultant en gestion qui avait promis d'aider le magasin. Le planificateur de patrimoine qui avait dit pouvoir protéger nos économies. Tous étaient les gens de Raphaël. Tout était légal. Nous avions tout signé de notre plein gré. Nous avions souri et les avions remerciés pour leur aide. Jamais nous n'avions soupçonné que notre propre fils était celui qui orchestrait tout cela. Mais c'est le mois 48 qui a fait trembler mes mains. Mois 48, création de RH Holding Médical. Il y a 4 ans. Raphaël avait fondé ce programme médical, le seul qui pouvait sauver Théo, il y a 4 ans. Avant que le foie de Théo ne commence à lâcher. Avant que son alcoolisme ne devienne assez grave pour causer des dommages permanents. Avant que l'un de nous ne sache qu'il en aurait besoin. Raphaël avait construit la solution des années avant que nous n'en ayons besoin. Il avait prédit cela. Il savait que Théo se tuerait à petit feu. Il savait que nous viendrions implorer son aide. Il savait que nous n'aurions nulle part d'autre où aller.
Et il s'était positionné comme la seule option des années à l'avance. Ce n'était pas réactif. C'était prophétique. En bas de la page, sous toutes les entrées dactylographiées, il y avait une seule ligne manuscrite. À l'encre, par à l'imprimante. Son écriture. Je la reconnaîtrai entre mille. Vous m'avez dit de lui pardonner. Voici ma façon de vous pardonner à tous. Je suis resté là à fixer cette phrase jusqu'à ce que les mots perdent tout leur sens. Il ne disait pas « je vous pardonne ». Il disait « voici ma façon de vous pardonner ». Au présent. Actif. La destruction, le contrôle, la souffrance, c'était cela, le pardon. Pas de la cruauté. De la clarté. Il nous montrait exactement ce que nous avions choisi quand nous lui avions dit de passer à autre chose. Il nous montrait ce que nous avions jeté. Il nous forçait à vivre dans le monde que nous avions créé quand nous avions préféré Théo à lui. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une leçon. Je suis rentrée. J'ai montré la lettre à Béatrice. Elle l'a lue en silence, assise à la table de la cuisine dans son peignoir. Elle l'a lue 2 fois. Puis elle l'a posée très délicatement, comme si elle pouvait exploser. « Il ne viendra pas, n'est-ce pas » a-t-elle dit. J'ai secoué la tête. Il est déjà venu. C'est ça, lui. Elle s'est mise à pleurer. Pas les pleurs bruyants et dramatiques de tout à l'heure. Des pleurs silencieux. Vaincus. Qu'est-ce qu'on fait? Rien, ai-je dit. Il n'y a plus rien à faire. Au bout du couloir, les moniteurs de Théo émettaient leur rythme régulier. Je suis allée voir comment il allait. À peine conscient. La peau jaune, les yeux enfoncés. L'infirmière de soins palliatifs avait dit que c'était une question de jours. Peut-être d'heures. Cécile avait appelé plus tôt pour dire qu'elle ne reviendrait pas. Inès faisait des cauchemars depuis la dernière visite. La petite n'avait pas besoin de regarder un étranger mourir. Parce que c'est ce qu'était Théo pour sa propre fille. Un étranger. Je suis restée là à le regarder respirer, une respiration superficielle, laborieuse, et j'ai pensé à Raphaël. Je me demandais où il était en ce moment. Ce qu'il faisait. S'il pensait à nous, ou si nous n'étions que des lignes sur un tableur, un projet qu'il avait mené à bien. J'ai sorti mon téléphone. J'ai composé son numéro une dernière fois. Vous êtes bien sur le messagerie de Raphaël Lenoir. Laissez un message. Tu as gagné, ai-je dit. On le sait. Tu n'as pas besoin de faire ça. Il se meurt, Raphaël. Ton frère se meurt. Tu peux le sauver. Tu es le seul qui puisse le sauver. S'il te plaît. Je t'en supplie. Pas pour moi. Pour lui. S'il te plaît. J'ai raccroché. Je me suis assis sur la chaise à côté du lit de Théo. Le téléphone a sonné. Mon cœur s'est arrêté. J'ai regardé l'écran, les mains tremblantes, pensant, espérant. C'était le numéro de l'infirmière de garde. Monsieur Lenoir, vous devriez venir dans la chambre. Ces constantes chutes. C'est le moment. Je suis déjà là, ai-je dit à l'infirmière. Je suis dans la chambre. Je l'ai entendu marcher dans le couloir, ses pas étaient rapides. Elle est apparue dans l'encadrement de la porte, m'a vu assis là et a hoché la tête. Sa respiration a changé. Cela peut prendre des minutes, ou des heures. Mais vous devriez vous préparer. Béatrice est apparue derrière elle, le visage pâle. Elle avait entendu. Nous avons pris position de chaque côté du lit de Théo. Sa poitrine se soulevait selon des motifs irréguliers. Les machines biperaient de plus en plus lentement. C'était la fin. 20 minutes plus tard, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Ce doit être la superviseuse des soins, a dit l'infirmière. Mais ce n'était pas la superviseuse. Cécile est entrée dans la pièce. Derrière elle, lui tenant la main, il y avait Inès. Je me suis levée trop vite, ma chaise raclant le sol. Cécile? Je ne pensais pas, je sais, a-t-elle dit doucement. Elle avait l'air épuisée. Plus vieille que ses 34 ans.
Est-ce qu'Inès peut attendre dans le salon? L'infirmière a emmené Inès. La petite est partie sans protester, habituée à des situations médicales qu'elle ne devrait pas avoir à comprendre. Cécile s'est assise sur ma chaise. Elle a fixé Théo pendant un long moment. Je n'ai pas fait ça pour lui, a-t-elle fini par dire. J'ai fait ça pour vous. Je ne comprends pas. Elle a cherché dans son sac, a sorti une pochette. Des documents officiels. Elle les a posés sur la table de chevet. J'ai reçu un appel hier. D'un avocat. Il m'a dit qu'il représentait la fondation RH Holding Médical. Mon estomac s'est noué. Il m'a dit que tous les frais médicaux de Théo étaient payés. Tous. Rétroactivement à partir de son entrée en soins palliatifs. Je ne pouvais pas parler. Et il y a un fonds fiduciaire pour Inès, la voix de Cécile s'est brisée. Ses études sont payées, n'importe quelle université. Une couverture santé à vie. Une allocation logement jusqu'à ses 25 ans. Béatrice a laissé échapper un son, presque un sanglot. Cela a été mis en place il y a 4 ans, a continué Cécile, avant même que Théo ne tombe malade. Avant que nous nous séparions. L'avocat ne m'a contacté que maintenant parce que, elle a regardé Théo. Parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Raphaël, ai-je murmuré. Raphaël, a-t-elle confirmé. La pièce a semblé tanguer. Je me suis accrochée au rail du lit pour ne pas tomber. Il ne l'a pas abandonnée, ai-je dit. Il l'a protégée. De nous, a demandé Béatrice doucement. Il l'a protégée de nous. Cécile a hoché la tête. Il y avait une condition dans les documents du fonds. Aucun d'entre vous ne devait jamais savoir d'où venait l'argent. L'avocat ne me l'a dit que parce qu'il pensait que je devais savoir avant, elle a essuyé ses yeux. Avant qu'il ne soit trop tard. Tout ce que je pensais avoir compris s'est inversé. Raphaël n'avait pas refusé son aide. Il l'avait fournie il y a des années. Avant même que nous ne sachions que nous en aurions besoin. Il s'était assuré que sa nièce, une enfant innocente qui n'avait rien fait de mal, soit prise en charge quoi qu'il arrive. Il s'était juste assuré que nous n'en bénéficierions jamais. Il s'était assuré que nous ressentions chaque seconde d'impuissance pendant que les factures s'accumulaient, pendant que l'état de Théo se dégradait, pendant que nous n'avions nulle part où aller. La cruauté n'était pas le silence. C'était de nous faire croire qu'il avait abandonné tout le monde, alors qu'en réalité, il n'avait abandonné que nous. Et Inès grandirait en sachant que son oncle lui avait sauvé la vie sans jamais l'avoir rencontré. Elle saurait qu'il s'était soucié d'elle alors que ses propres grands-parents en étaient incapables. Mon Dieu, ai-je dit. Il a eu 10 coups d'avance pendant tout ce temps. Le médecin est apparu à la porte. Monsieur Lenoir, nous devons discuter de la suite. Les machines le maintiennent stable, mais l'activité cérébrale est minimale. Nous avons besoin de votre décision concernant l'assistance respiratoire. J'ai regardé Théo. Je l'ai vraiment regardé. Cette peau jaune tendue sur les os. Ces machines qui respiraient pour lui. Plus aucune conscience, juste des fonctions biologiques. Le maintenir en vie n'était pas pour lui. C'était pour nous. Pour que nous n'ayons pas à affronter ce que nous avions fait. Laissez-le partir, ai-je dit. Béatrice m'a attrapé le bras. Warren, il est déjà parti, Béatrice. Nous ne faisons que le faire souffrir parce que nous n'arrivons pas à l'accepter. J'ai signé les papiers. Ils ont éteint les machines à 3h46 du matin. Théo a cessé de respirer à 4h12. Cécile tenait une main. Béatrice tenait l'autre. Je me tenais au pied du lit, regardant mon fils cadet mourir, pensant à celui qui n'était pas là. Celui qui nous avait survécu. Cela fait 3 jours que Théo est mort. Cécile a ramené Inès chez elle. Elle a dit qu'elle me tiendrait au courant pour les obsèques. Sa voix était gentille mais distante. La voix que l'on utilise avec des connaissances. Béatrice n'a pas quitté notre chambre. La chambre de Raphaël, techniquement. Tout dans cette maison lui appartient. Je suis assis à la table de la salle à manger où tout a commencé il y a 7 ans. La lettre est devant moi. Je l'ai lue peut-être 1000 fois. Vous m'avez dit de lui pardonner.
Voici ma façon de vous pardonner à tous. Je comprends maintenant. Nous avons dit à Raphaël de pardonner l'impardonnable. De faire passer la famille en premier. De choisir le sang plutôt que la trahison. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pardonné à Théo en s'assurant que sa fille irait bien. Il a pardonné à Cécile en la libérant d'un mariage avec un homme qui avait détruit son premier foyer. Et il nous a pardonné en nous montrant exactement ce que nous avions gâché. Il n'avait pas besoin de nous voir souffrir. Il avait besoin que nous comprenions. Que nous comprenions que le fils que nous avions écarté parce qu'il était stable et qu'il réussirait toujours était le seul qui valait vraiment la peine d'être gardé. Que choisir le frère qu'il avait trahi signifiait perdre celui qui aurait tout fait pour nous. La destruction n'était pas une vengeance. C'était une leçon. Et cette enveloppe n'était pas de la cruauté. C'était un bulletin de notes. Et nous avons échoué. Je publie ceci parce que j'ai besoin de le dire quelque part. J'ai besoin que quelqu'un sache ce que nous avons fait. Ce que cela a coûté. Raphaël Lenoir n'est pas parti brisé. Il est parti et a bâti un empire. Il a protégé les innocents. Il a retiré les coupables de sa vie avec une précision chirurgicale. Et quand nous l'avons supplié de nous sauver, il a envoyé une liste. Pas parce qu'il est sans cœur. Mais parce qu'il voulait que nous voyions ce que nous avions choisi quand nous avons dit que la famille passait avant tout. Nous lui avons appris que le sang était ce qui importait le plus. Il a juste décidé que nous n'étions plus de son sang.